Sans faute pour la fusée européenne Ariane, le 21e tir parfaitement réussi marque la fin de l'aventure mais le début de l'ère industrielle. Football, Coupe de France, deux sorties de marque hier soir, Marseille battu par Bastia et Bordeaux par Nantes. Ce soir, l'événement sur Antenne 2, la nuit des Césars, le cinéma récompense les siens. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonjour. Un sans faute pour la fusée européenne Ariane qui, la nuit dernière, à la base de Kourou, en Guyane, a décollé à l'heure et à la seconde prévue, réussissant ensuite parfaitement la mise en orbite de deux satellites. Cette perfection dans la réalisation de ce 21e tir d'Ariane marque sans doute la fin de l'aventure, du grand frisson, mais le début de l'ère spatiale industrielle européenne. Patrick Esther. À Kourou, ce matin, la confiance régnait parmi les techniciens avant le vol, et cela, c'est nouveau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Et la confiance était justifiée. Allumage des moteurs, décollage. Décollage. Allumage des propulseurs d'appoint. Un tir parfait. Mieux, comme la météo s'était elle aussi mise du côté d'Ariane, le spectacle était superbe. Un vol d'une efficacité à faire pâlir soviétiques, américains, chinois et japonais. La meilleure publicité que puisse se faire la fusée européenne, c'est cela. Un programme qui se réalise comme à la parade pour toutes les séquences du vol. Toute pression normale. All pressures normal. Séparation coiffe. Séparation normale, trajectoire normale, un commentaire laconique où le hasard n'a plus sa place. La technique possède maintenant la parfaite maîtrise des opérations. Même le fameux moteur du 3e étage, qui avait provoqué par 3 fois la destruction totale d'Ariane, semble dompté. Le largage du satellite américain SpaceNet, qui intervient après 20 minutes et 39 secondes, se réalise comme une formalité. Il en est de même pour le satellite français, à la grande satisfaction de ses propriétaires et de son constructeur. Les applaudissements fusent dans la salle. Et nous venons d'assister au succès de Télécom 1C qui va prendre la relève de Télécom 1B et assurer pour France Télécom la continuité du service des télécoms. Dans une heure, les techniciens du CNES à Toulouse procéderont à la mise à feu du moteur à poudre de ce satellite pour l'envoyer à sa place définitive à 36 000 km de la Terre. Retour sur Terre avec la campagne présidentielle. Le candidat du Front National, M. Jean-Marie Le Pen, avait décidé aujourd'hui de sillonner la capitale, de sillonner Paris. La matinée a été malheureusement marquée par des incidents dans le quartier de Belleville. Pascal Guimier. Paris, mairie du 20e, il y a à peine plus d'une heure, la mariée n'était plus vraiment à la noce. À 2 pas, Jean-Marie Le Pen, et traînant le costume inhabituel pour lui de conseiller d'arrondissement. Des souhaits de bonheur, comme tout autre candidat à l'Élysée, Jean-Marie Le Pen n'en est pas avare. Ici, il est vrai qu'il pèse lourd depuis ce jour où Belleville lui offrit 20% de ses électeurs. Mais ici aussi, en plein Paris populaire, quand on n'aime pas, eh bien, on ne le cache pas. Occupez-vous un peu plus des problèmes des gens et des vrais, au lieu de passer votre temps à nous emmerder. Quelques pas encore, et c'est la rencontre, au bout d'une allée, des militants socialistes et antiracistes. C'était il y a 1 heure, en plein Paris, une scène de campagne électorale. Oui, et campagne présidentielle encore beaucoup plus calme celle-là. Le Premier ministre à Bordeaux, hier soir, 2 thèmes. Le premier, l'union de la majorité. Le second, un projet de société, un discours prononcé aux côtés de M. Jacques Chaban-Delmas, un homme particulièrement sensible à ce thème qu'il avait lui-même développé lorsqu'il fut Premier ministre du président Pompidou. Laurent Boussier. Fait inhabituel dans cette campagne de Jacques Chirac, la visite à Bordeaux avait commencé dans l'après-midi par un bain de foule rue Sainte-Catherine. Accompagné de Jacques Chaban-Delmas, le véritable patron de la région Aquitaine, le candidat Chirac a ensuite visité l'usine Ford de Blanquefort avant de tenir meeting. 10 000 supporters enthousiastes
pour acclamer celui qui se veut l'héritier du gaullisme, main dans la main avec un des plus fidèles compagnons du général de Gaulle. La famille RPR rassemblée et une grand-messe d'où a percé quelques attaques contre François Mitterrand. Certains font le choix d'une ombre. J'ai fait quant à moi celui de parler aux Français avec mon cœur, avec mon expérience, avec ma réflexion et avec mes convictions. Je continue en effet à préférer le débat d'idées au culte de la personnalité. Mais la majeure partie du discours a été centrée sur la politique sociale. Rendant hommage à Jacques Chaban-Delmas et à son grand projet de nouvelle société, Jacques Chirac a affirmé qu'il n'y avait pas de réussite économique sans projet social. Reprenant sa promesse sur le SMIC pour les mères de familles nombreuses, le candidat Chirac a aussi estimé qu'aujourd'hui, la majorité donnait des leçons de responsabilité et d'unité aux socialistes. Recueillement ce matin avec les obsèques dans sa municipalité d'Alfortville de M. Joseph Franceschi, décédé cette semaine à l'âge de 64 ans. Ministre délégué à la sécurité dans le premier gouvernement socialiste de 81, il fut ensuite secrétaire d'État aux personnes âgées. Ami personnel du président de la République, M. Mitterrand, il était maire d'Alfortville depuis 1965. De nombreuses personnalités participaient ce matin à cette cérémonie, parmi lesquelles M. Pasqua, le ministre de l'Intérieur, et M. Pandreau, le ministre délégué à la sécurité, ainsi que les deux anciens premiers ministres socialistes, M. Mauroy et Fabius. L'économie, bonne nouvelle pour le marché automobile français. Sur la lancée de la fin de l'année dernière, la fin de 87, les immatriculations sont en hausse en janvier et puis également en février. Une augmentation des ventes qui profite en priorité à une société française, Peugeot Citroën, ensuite aux firmes étrangères et dans une moindre mesure à la régie Renault. Alain Doubeski. Dans la course aux immatriculations, les voitures françaises qui s'étaient détachées du peloton des étrangères ces derniers mois sont en train de se faire remonter. Le groupe Peugeot Citroën est toujours en tête, mais Renault s'est fait doubler par la meute des étrangères. Dans un marché en hausse de 10% en janvier et février, Peugeot a progressé de 17,5%, Renault de 0,1% seulement. Voici pour la tendance globale de la course, le classement par équipe en somme. Maintenant, au classement français individuel, en première ligne côte à côte, Peugeot 205 et Super 5 Renault. Toutes deux créditées de 10,5% des immatriculations depuis le début de l'année. Plus loin derrière, la R21, 7,2% des immatriculations, stabilité à la 3e place. Ensuite, dans un mouchoir de poche, BX, 405, R9, R11 et 309 Peugeot. Un léger avantage pour la toute jeune AX de Citroën. En résumé, une gamme Peugeot Citroën renouvelée, des modèles qui confirment leur succès, AX ou 405, ou bien qui restent stables, telle la 309 et bien sûr la 205. Côté Renault, la gamme R9, R11 enregistre une légère relance. La Super 5, heureusement pour la régie, a fait un bon mois de février. À l'étranger, la décision du Congrès américain de faire fermer la mission d'observateurs des Palestiniens de l'OLP auprès des Nations Unies à New York provoque bien sûr nombre de réactions, condamnations du côté des pays arabes, mais pas seulement. Le secrétaire d'État américain, George Shultz, qui essaie en ce moment même de régler la crise des territoires occupés en Israël, a qualifié cette décision de stupide. Patricia Coste. Stupide, ce sont les propres mots du chef de la diplomatie américaine. Qui critique-t-il? Le Congrès américain qui vient de décider de fermer la représentation palestinienne à l'ONU. La voix de George Shultz tremble de colère contenue. L'affaire est grave. C'est l'institution même des Nations Unies qui est menacée. Car la décision des parlementaires américains s'est faite contre la quasi-unanimité des pays membres des Nations Unies qui pourraient en représailles demander l'expulsion d'Israël. Le Congrès américain, en période préélectorale, a manifestement voulu plaire au lobby pro-israélien en appliquant une nouvelle loi antiterroriste qui a entraîné hier la fermeture de la mission palestinienne, accréditée depuis 1974, année durant laquelle Yasser Arafat avait fait son entrée mémorable à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était alors accompagné de M. Zedi Zerbi, le représentant palestinien de l'OLP, en poste depuis 13 ans, qui vient de déclarer que c'est tout le processus de la paix au Proche-Orient qui est aujourd'hui menacé. À l'étranger encore et sur le terrain, dans les territoires occupés par les Israéliens, la situation continue de se dégrader sur le plan administratif cette fois.
puisque la moitié des policiers palestiniens chargés du maintien de l'ordre en Cisjordanie ont décidé de démissionner, ce qui représente un effectif d'environ 250 policiers. Ils obéissent ainsi à un mot d'ordre des Palestiniens de l'OLP. Les États-Unis, vraiment très présents ce matin, qui interviennent également contre l'homme fort du Panama, le général Noriega. Chaque jour des manifestations antigouvernementales, à Panama même. Chaque jour également de nouvelles sanctions économiques des États-Unis pour tenter d'amener le général Noriega à se retirer du pouvoir. Les dernières sanctions en date consistent en un blocage des paiements des États-Unis vers Panama au titre de l'exploitation du canal, exclusion également des pays autorisés à exporter vers les USA sans payer de droits de douane, etc., etc. Suite de l'affaire de l'Irangate, vente d'armes américaines illégales à l'Iran, vous vous souvenez, M. Robert McFarlane, ancien président du Conseil de sécurité des Nations Unies, a reconnu hier soir avoir entre autres caché des informations sur les agissements de son adjoint, le fameux colonel North. Dans la furieuse mêlée actuelle des OPA, il n'y a pas que les très grosses entreprises finalement qui soient concernées. Ainsi, la société française Repetto, que tous les Français dont les enfants ont suivi à un moment ou un autre des cours de danse connaissent bien, au moins de nom, vient d'être reprise par un groupe américain. Repetto, une marque qui commercialise des ballerines et tout ce qui fait l'équipement d'un danseur ou d'une danseuse, avait été fondée en 1947, rue de la Paix à Paris, par Rose Repetto. Sylvie Sarzana. 1947, rue de la Paix, Rose Repetto ouvre un atelier de chaussons de danse. Dynamique, créative, son but, la clientèle des grands danseurs de l'opéra. Son fils, Roland Petit, fait partie du ballet. Une opération menée de tambour battant. Quand Rose disparaît en 83, l'entreprise est de niveau européen. Et pour étendre son marché, Repetto doit moderniser ses structures et sa gestion. En 1987, une compagnie américaine, S-Mark, rachète Repetto et conserve le même directeur général. Repetto, au départ, c'est une femme, Rose Repetto, qui créa sa propre maison d'articles de danse. Et c'est devenu, après 40 ans, une maison absolument leader incontesté dans sa spécialité. Le passage obligé des plus grandes troupes chorégraphiques, des grands opéras, des danseurs professionnels. Et depuis peu, grâce à son appartenance à un groupe américain, l'ouverture vers le marché mondial de la danse. S-Mark, 600 millions de chiffres d'affaires en 87, leader sur le marché de la tenue de danse, cherchait une entreprise pour pénétrer le marché européen. Une occasion d'élargir sa gamme avec un produit de haute tradition. Intérêt pour Repetto, accéder à l'immense marché américain. Une manière d'oublier qu'avant la guerre, les danseurs commandaient leur pointe à New York. Une manière aussi pour Repetto de célébrer à sa façon l'année de la danse. Selon une dépêche qui vient de me parvenir à l'instant, un accident stupide aurait eu lieu, mais mortel malheureusement, aurait eu lieu ce matin près de Montargis. 4 morts, 4 jeunes gens qui étaient à bord d'une voiture ont voulu visiblement franchir en force un passage à niveau automatique qui était fermé. À ce moment-là est survenu le train Paris-Béziers qui venait de sortir de la gare de Montargis. Les 4 jeunes gens ont été tués sur le coup. Ce soir, le cinéma et Antenne 2 ne font qu'un, avec la cérémonie des Césars récompensant les meilleurs dans toutes les spécialités du grand écran. Nicole Cornu-Langlois nous présente ses pronostics à la manière de Pierrette Bresse, c'est-à-dire à la manière du tiercé. Au revoir les enfants, Le Grand Chemin, Sous le soleil de Satan. Au revoir les enfants, 9 nominations. Handicap a déjà reçu le prix Louis Deluc et le Lion d'Or à Venise. Réalisateur Louis Malle. Le Grand Chemin, 6 nominations. Handicap, le producteur a déjà triomphé avec 3 hommes et un couffin. Atout, originalité du sujet. Réalisateur, Jean-Louis Bert. Je me disais aussi, la bonne âme, c'est par charité qu'elle vient au secours du poivron. Sous le soleil de Satan, 7 nominations. Handicap, austérité du sujet. Atout, performance et célébrité des 2 acteurs, Bonner, Depardieu. Autorité du réalisateur, Maurice Pialat. Attendez une minute! Tandem, 6 nominations. Handicap n'a pas soulevé d'événement à sa sortie. Atout, le mélange rire-émotion, le duo de choc Junio Rochefort. Et le renouveau du réalisateur Patrice Lecomte.
Les Innocents, 5 nominations. Handicap, approche sophistiquée du délicat problème du racisme. Atout, un sujet qui nous touche. Excellente direction d'acteur. Réalisateur André Téchinet. Richard Boringer, dans Le Grand Chemin. Gérard Depardieu, dans Sous le soleil de Satan. Jean Carmet, dans Miss Mona. Jean Rochefort, dans Tandem. Gérard Jugnot, dans Tandem. Christophe Malavoie, dans De Guerlas. Catherine Deneuve, dans Agent Trouble. Sandrine Bonner, Sous le soleil de Satan. Jeanne Moreau, dans Le Miraculé. Anémone, dans Le Grand Chemin. Nastasia Kinski, dans Maladie d'amour. Qui l'aura, ce César, rendez-vous ce soir à 20h30 sur A2. Ouais, vous avez remarqué qu'on vous a donné tous les concurrents, comme ça on ne risque pas de se tromper. Les rapports, comme on dit dans les courses ce soir, non pas à 20h, mais dans notre dernier journal en fin de programme. Mais je sais qu'entre-temps, vous aurez regardé cette cérémonie sur notre chaîne. Le sport, 2 éliminés de marque dans la Coupe de France de football. Marseille battu par un club de 2e division, Bastia, et Bordeaux. Bordeaux sorti par Nantes à l'arraché, c'est le moins qu'on puisse dire. Dominique Legloux. Les finalistes 87 éliminés dès leur première apparition, l'OM en blanc victime de Bastia, sur le terrain de Martigues à 2 pas de Marseille pourtant. Tout cela pour une petite mésentente entre le Roux et Belle, un ballon qui glisse en corner. Et le jaillissement d'un inconnu, Ismaël Triki, qui saute plus haut que tout le monde et crucifie l'OM. Un élève du centre de formation d'une modeste équipe de Division 2 élimine l'OM européen. C'est la coupe, une coupe qui sourit à nouveau à Bastia à l'issue d'un match musclé où les Bleus ont montré qu'ils avaient de l'énergie à revendre. C'est la revanche des exclus de l'ex-OM et de son ex-entraîneur Roland Gouansart. Autre revanche, celle des Nantais, qui avaient hier bien besoin de ce succès au terme d'une première partie de saison désastreuse. Il faut attendre les prolongations pour voir le premier but bordelais. Girard qui remet du plat du pied pour Farjon, qui contrôle les marques. Bordeaux croit alors avoir fait l'essentiel. Mais Nantes, paradoxalement, retrouve son jeu. Ça combine dans les 16 mètres bordelais. Et sur le corner obtenu, Brassigliano de la tête égalise avec l'aide de celle de Touré. Il ne reste plus alors que les tirs au but. José Touré, bien malheureux, rate le sien. Girard, le capitaine bordelais, lui, tire sur le poteau. 2 ratés pour Bordeaux contre 1 pour Nantes Partis, par ailleurs irréprochable. Rio réussit le pénalty du succès. Nantes élimine le vainqueur 87. Quelle semaine! Le sport encore avec une polémique qui peut mettre en péril, en danger, le prochain rallye Paris-Dakar. En effet, la Fédération internationale du sport automobile et son président, Jean-Marie Balestre, veulent réduire la compétition de 3 à 2 semaines de course, ce qui techniquement rendrait la course difficile, voire impossible à mettre sur pied dans un délai aussi court. Et puis cette dernière nouvelle de sport qui vient de tomber à l'instant, dans la course cycliste Paris-Nice, abandon de Jean-François Bernard, le français Jean-François Bernard, blessé au genou droit et qui a été contraint donc à l'abandon ce matin dans la 5e et avant-dernière étape de Paris-Nice, dont le leader reste l'Irlandais Sean Kelly. On va prendre des nouvelles de la météo tout de suite avec Sophie. Eh bien, une bonne moitié de la France se trouvera aujourd'hui sous la protection bienveillante d'un anticyclone qui stationne actuellement sur l'Afrique du Nord. En revanche, des nuages s'infiltrent et s'infiltreront cet après-midi sur toutes les régions situées au nord de la Loire. Résultat, sur la carte du temps que nous proposons avec la météo nationale pour cet après-midi, des nuages qui devraient se déchirer de la Bretagne à l'Aquitaine pour laisser place à de très belles éclaircies, du soleil dominateur sur les régions proches de la Méditerranée avec un Mistral et une tramontane qui souffleront encore aux alentours de 80 km/h. Sur la basse Normandie, l'Île-de-France, le Jura et la Franche-Comté, de timides éclaircies mais aussi des bruines cet après-midi et puis des pluies sur toutes les régions situées près des frontières belges et allemandes. Les températures étaient déjà douces ce matin, elles le seront cet après-midi. 7 degrés à Mulhouse jusqu'à 11 degrés à Nantes, 10 à Paris, 9 à Lille pour la moitié nord et de 9 degrés à Lyon et à Limoges jusqu'à 16 degrés à Bastia. Pour demain, même type de temps avec du brouillard le matin sur les Pays de Loire, l'Aquitaine, du très beau temps l'après-midi et des nuages toujours sur les régions situées au nord de la Loire avec des pluies toujours près des frontières belges et allemandes. Voilà. Merci Sophie. Les prochains rendez-vous avec l'information, tout de suite après bien sûr ce journal L'Assiette anglaise présenté par Bernard Rapp. Ensuite, rendez-vous avec les sportifs de la rédaction d'Antenne 2. C'est Samedi Passion cet après-midi présenté par Gérard Rolls. Et puis nous, si vous le voulez bien, et je sais que vous le voulez bien, eh bien nous nous retrouvons tout à l'heure à 20h. Au revoir
excellent après-midi sur notre chaîne.